là là, Hans Zimmer. Oui, mais oh là là, John Williams. Oh là là, le sound design. Oui, mais oh là là, les flûtes. Salut, bienvenue dans cet épisode spécial. Alors spécial parce qu'on va pas analyser une musique, mais on va parler de l'industrie musicale des blockbusters actuels, et pour ça on va prendre l'exemple d'un compositeur particulier. Oh là là, je sens que ça va être chiant. Ok, merci. Bon bref, Hans Zimmer, c'est un des plus gros noms de la musique de film, surtout depuis le succès des BO Pirates des Caraïbes et de la trilogie du Dark Knight. Le but de cette vidéo est d'exposer un peu les caractéristiques du style de composition de Zimmer, exposer ses qualités et ses défauts selon nous, pour expliquer son impact dans la production cinématographique actuelle. Et pour cet épisode, je serai accompagné de Norman Cooper, qui est compositeur, ingénieur du son et sound designer. Dis bonjour. Bonjour. Donc on va commencer par parler de son enfance. Les parents de Hans Zimmer sont riches et ils profitent de ça pour ne pas suivre un cursus scolaire standard et faire un peu ce qu'il a envie, et ce qu'il a envie de faire c'est de la musique. Donc il s'enferme dans la cave de l'école pour faire de la musique avec ses potes. Très rapidement il s'entoure des toutes dernières technologies en matière de synthétiseurs, surtout pour l'époque, en particulier le synthé Moog. C'est du matériel qui est exceptionnel et qui est encore utilisé aujourd'hui, et c'est grâce à ça qu'il commence à expérimenter la création sonore et se rendre compte que les possibilités sont quasiment infinies. En Angleterre, il rencontre son mentor Stanley Myers, qui est compositeur. Il devient son assistant et apprend beaucoup de lui, et c'est grâce à lui qu'il va pouvoir travailler sur son tout premier film en tant que compositeur, et ce film c'est Rain Man. Au fur et à mesure, Hans Zimmer se fait un nom et crée son propre studio Mediaventure, qui s'appellera ensuite Remote Control. Donc le but du studio est de rassembler des compositeurs pour leur fournir une structure et des ressources pour pouvoir travailler sur des projets en commun et être plus productif. Parmi ces compositeurs, on retrouve Klaus Badelt, qui a fait Pirates des Caraïbes, John Powell, Dragon 2, Ramin Djawadi, Game of Thrones, Harry Gregson Williams, Steve Jablonsky, James Newton Howard, Matthew Margeson, Junkie XL, etc. L'avantage de pouvoir travailler à plusieurs sur un même projet, c'est de pouvoir développer des idées plus facilement et plus rapidement. Le problème que j'ai personnellement avec Zimmer, c'est qu'il pianote et il gratouille un peu de guitare, mais il a pas de formation musicale. Attention, je suis pas en train de dire que les compositeurs sans formation classique ne valent rien, c'est évidemment faux. Ce que je veux dire, c'est que moi, personnellement, je suis pas sensible à l'approche de Zimmer qu'on va détailler par la suite. Les musiques que j'aime sont celles qui exploitent avant tout à fond les sonorités de l'orchestre symphonique, avec les percussions et les bois par exemple, celles qui sont basées sur la mélodie et celles dont l'harmonie et le rythme est riche et inattendu. L'apprentissage académique de la musique permet de se familiariser avec ce genre de code et d'exploiter un langage musical qui a évolué à partir de la musique savante, même si vous aimez peut-être pas ce terme, c'est vrai que bon voilà. Mais bon voilà, c'est ce style que j'ai plus tendance à kiffer quoi. C'est parce qu'il a pas appris la théorie classique et qu'il a commencé la musique avec cette approche expérimentale qu'il compose aujourd'hui dans le style qu'on lui connaît. Et ça nous emmène sur l'étude de son style musical. On va commencer par l'aspect répétitif de nombre de ses compositions. Ces répétitions sont soit harmoniques, soit rythmiques. Il n'est pas rare que ces musiques soient entièrement construites sur un même enchaînement d'accords. Je peux citer l'exemple de Chevalier de Sangréal, tiré du film Da Vinci Code. Tout le morceau suit la même grille harmonique. C'est l'orchestration qui va s'enrichir petit à petit pour offrir des variations et une montée en puissance continue entre le début et la fin. Mais ce qui peut être également répété, ce sont les motifs qui rythment ces morceaux. Ce sont des ostinatos. Par exemple, ce rythme en double croche ininterrompu dans le morceau Supermarine du film Dunkerque. Ou alors le motif du violon solo dans ce morceau du jeu Crysis 2. D'ailleurs, dans la même musique, on a également un motif joué plusieurs fois par les cordes d'harmonie. Alors là, Zimmer il essaye de m'amadouer avec son corps, mais en vrai, Hans, ça marche pas si c'est le tien. Hein. Mais on généralise pas, hein. Certains morceaux sont plus élaborés, comme par exemple le thème principal de Pour le pire et pour le meilleur. La mélodie joue sur des intervalles très espacés et le rythme et l'harmonie sont assez variés. Donc pour résumer, on a de très nombreux morceaux qui sont bâtis sur très peu d'idées musicales en fait, comme par exemple soit une mélodie répétée, ou alors une même suite d'accords. Et ça nous amène sur la simplicité d'écriture des compositions de l'ami Hans. Le thème principal du film Crimson Tide est simple mais efficace. Il sonne épique et du coup il plaît beaucoup. Il est typique du style de Zimmer, avec cette mélodie au corps et ses percussions puissantes.
pourtant dans le même film, on a des passages plus intéressants et moins simplistes, ultra inspirés de la musique savante classique. Écoutez bien les accords chantés par les chœurs. Si on compare avec le Agnus Dei ou le Hostias du Requiem de Mozart, on a une ressemblance frappante. Ces enchaînements harmoniques sont toujours surprenants et c'est une très bonne chose que Zimmer s'en soit inspiré. Ce cas-là, c'est typiquement un exemple de musique temporaire. Le réalisateur, lors de son montage, a sûrement placé le Requiem de Mozart et ensuite demandé à Hans Zimmer de s'en inspirer très fortement. Ouais, c'est évident. Pour terminer sur le style, il faut parler de l'instrumentation des musiques de Zimmer. J'aimerais donner l'exemple du thème principal du film The Amazing Spider-Man 2. On a une mélodie jouée aux trompettes, une mélodie vraiment cool, sur un mode majeur, héroïque, puissante. Vraiment pas mise en valeur par l'accompagnement. Déjà, l'harmonie se résume à une alternance entre l'accord du premier degré, mi majeur, et un accord de ré majeur. Et c'est tout, juste 2 accords en boucle. Mais surtout, c'est l'instrumentation que je trouve décevante. On a une couche en son électro bâtie sur un rythme de double croche continu. Ça, c'est un rythme typique de Zimmer. Et puis là encore, c'est tout. Pas de motif décoratif, pas de surprise, pas de réponse entre sections instrumentales. En règle générale, on peut dire qu'il aime beaucoup l'orchestre symphonique, mais l'exploite, à mon sens, très mal. Il pousse pas très loin le jeu des différentes sections et il sous-exploite énormément les bois. On entend souvent la bonne grosse vingtaine de cuivres et de percussions. 6 bass trombones, 6 tenor trombones, 4 tubas in the middle, and 6 French horns above. Les fameuses percussions, appuyées par des cordes, mais trop peu de flûte, hautbois, clarinette, basson, c'est dommage. Ouais, tu continues ? Attends, doucement. Ok, go. Mais heureusement, selon les projets, il peut nous pondre des BO avec des bonnes idées sonores. Premier exemple avec Interstellar. L'OST est basé sur les cordes et les vents. On a une dizaine de bois ainsi qu'un grand orgue d'église. Ce mélange de sonorités est plutôt original dans la musique de film. Mais voilà, en termes d'écriture pure, je trouve que cette BO elle est toujours assez pauvre. Et c'est dommage, faut pas faire les choses à moitié, c'est du gâchis. En fait, il préfère se concentrer sur la recherche de sonorités et d'instruments insolites que sur l'écriture classique. Donc par exemple pour la BO de Rain Man, qui est son premier film, il n'y a pas du tout d'orchestre symphonique. C'est des flûtes américaines, des percussions exotiques variées et des sons synthétiques. Ou encore pour Sherlock Holmes, il part à Bratislava en Slovaquie pour rencontrer des musiciens de là-bas et apprendre sur leur manière de vivre. Et il enregistre directement là-bas les musiciens locaux pour le score de Sherlock Holmes 2. C'est ça le truc important dans le style de Zimmer, c'est l'utilisation des sons. Il écrit peut-être pas des partitions de dingue, mais il sait utiliser les outils sonores à sa disposition pour donner des couleurs inédites à ses musiques. Hans Zimmer adore les orchestres monstrueux et explorer de nouveaux univers sonores. Il n'hésite pas à mélanger un orchestre avec des instruments électroacoustiques. Par exemple pour la BO du Dark Knight, le but était de créer une musique qui puisse correspondre au mieux au Joker. Faire une musique que les gens puissent haïr, qu'elle soit brute et détestable. Il n'a pas essayé de faire une suite d'accords ni une mélodie qui pourrait fonctionner pour illustrer ce caractère, mais juste utiliser une seule longue note jouée d'une façon très particulière. Voilà, alors là évidemment c'est l'exemple extrême, mais ça montre bien l'approche musicale de Hans. Prendre des instruments connus, leur faire jouer des choses inhabituelles pour casser les codes et faire de la création sonore. Sa force c'est de créer du son à partir de zéro grâce au synthétiseur. Un synthétiseur, c'est une machine qui transforme les signaux électriques en ondes sonores.
Bref, alors qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ce qu'on vient de dire? À partir de la trilogie Batman de Nolan, une majorité des musiques de blockbuster se sont calées sur le style de cette BO. Et avec l'accumulation de ces musiques, le style lui-même a régressé de plus en plus. C'est le même principe que pour les musiciens populaires du top 50. On cherche uniquement l'efficacité, c'est-à-dire ce qui plaira immédiatement au public, en ne se basant que sur les effets musicaux qui marchent, et en dégageant toute trace d'idée originale. Exemple, les 4 accords magiques. Il y a tellement de musique basée sur ces accords que ça en devient affligeant. La seule raison est que ces enchaînements d'accords fonctionnent de ouf, et ces accords se retrouvent d'ailleurs également dans les musiques orchestrales épiques, type trailer de film. Attention, Hans Zimmer n'en est pas directement la cause. Le Dark Knight a tellement bien marché que les producteurs et réalisateurs souhaitent que la musique de leur film ait le même impact sur leurs images que la musique de Batman. Alors ça marchait dans Batman parce qu'il s'agit d'un héros sombre ancré dans un contexte moderne, donc musicalement il fallait des sons lourds, industriels et répétitifs pour insister sur le côté tension perpétuelle des films, et du coup, on demande également la même chose à Hans Zimmer pour d'autres projets. C'est pour ça qu'il devient associé à ce style de musique. Mais le phénomène se répand dans les films dont les musiques ne sont pas composées par Hans Zimmer. On a alors un style musical quasi identique d'un blockbuster à l'autre. Idem dans les jeux vidéo, même quand l'univers et l'histoire est totalement différente de Batman. Le problème vient aussi des musiques temporaires. Le réalisateur fait son montage avec une musique de Hans Zimmer, ça fonctionne, donc le réal demande au compositeur de faire la même chose, ou tout du moins quelque chose qui s'en rapproche. Et c'est un vrai problème parce qu'une fois qu'une musique a été placée sur des images et que le montage fonctionne sur cette musique, il est très difficile de s'imaginer une autre musique par-dessus. Le but d'une BO, c'est d'accompagner et d'illustrer au mieux la vision d'un réalisateur. Alors ressortir la même soupe parce que ça marche chez le public, c'est un peu dommage quoi. On parle bien de la musique de blockbuster, hein. Et Zimmer peut travailler sur des projets dans lesquels il peut insuffler un son original qui correspond vraiment à ce que veut transmettre le film. Donc par exemple pour la BO de Chappie, on a vraiment un mélange de ces 3 univers qu'on retrouve dans le film. Donc le côté Lascar qui va être le style gangsta rap, le côté technologie futuriste avec la chiptune, et le côté industriel avec la dubstep bien fat. La musique des blockbusters aujourd'hui semble être uniquement écrite pour être efficace, pour servir l'image, pour lui donner plus de force en fait. Mon exemple va se porter sans surprise sur une musique de Star Wars. Dedans, John Williams apporte énormément d'éléments à sa musique, ce qui l'élève au rang d'œuvre d'art. Beaucoup de choix d'écriture qui restent discrets dans la musique ont tout de même un sens monstrueux en rapport avec le film. Dans The Dune Sea, donc, les premiers accords dissonants qui s'alternent lentement illustrent la dureté du désert et les pas lourds dans le sable. Ça souligne parfaitement l'image, comme chez Zimmer, mais en plus de ça, on a un sens supplémentaire, de la matière à analyser quand on étudie la partition. Et ça reste très musical. Ce qu'on peut analyser de la musique de Hans Zimmer, en fait, c'est surtout ses intentions et ses idées de sound design, donc l'approche elle est complètement différente. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça ? Premièrement, il faut pas taper sur Zimmer. Ce sont les producteurs et les réalisateurs des films qui cherchent à faire fonctionner au mieux leur objet. Pour preuve, on a demandé à Williams de s'inspirer des grands morceaux classiques pour Star Wars. Ce qui fait que la musique de blockbuster se dégrade de plus en plus, c'est que le compositeur reçoit un montage final avec de la musique temporaire et a très peu de temps pour pouvoir composer par-dessus. Donc la musique ne s'adapte plus vraiment aux besoins de l'univers du film et il n'y a pas d'identité musicale reconnaissable. On implique beaucoup moins le compositeur dans le processus de création en amont et du coup on a affaire à un phénomène qu'on appelle l'underscoring. Pour faire simple, l'underscoring, c'est le compositeur qui va à l'essentiel et qui ne prend plus assez de temps pour composer des choses riches et originales. Par exemple, dans quasiment tous les derniers films Marvel, on n'a pas vraiment de musique très marquante. Et puis Hans Zimmer a récemment annoncé qu'il ne ferait plus de musique de super-héros. Il est arrivé à un moment de sa carrière où il en a fait assez et il préfère se consacrer à sa vie de famille ou faire des concerts. Par exemple, en 2017, il a fait une tournée mondiale, ce qui est plutôt pas mal pour la vie de famille du coup. Je pense qu'il se sent brimé dans son esprit créatif et qu'il est nostalgique de ses premiers projets et il aimerait retourner un peu à ses styles des débuts, plus variés et moins grand public. Pour terminer, j'aimerais poser une question. On a l'impression de toujours opposer 2 visions de la musique. Une vision académique, avec l'écriture orchestrale riche et élaborée, et une vision de la recherche du son parfait avant tout, le meilleur sound design. Le compositeur parfait, entre guillemets, pour moi, serait celui qui gère les deux à la perfection. Mais il y a quand même des compositeurs qui vont rester sur cette lignée de Williams ou Goldsmith en termes d'écriture musicale. Il y a par exemple David Arnold, alors ça c'est un de mes petits chouchous, mais il y a aussi Thomas Bergeson ou Michael Giacchino, et puis Christophe Beck. Et certains compositeurs sont sur la bonne voie en ce qui concerne l'alliance entre la recherche sonore et l'écriture, comme par exemple Alexandre Desplat, Bear McCreary, Benjamin Wallfisch et Jeff Russo.
Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je vous rappelle qu'il s'agit uniquement de notre avis constructif, donc le débat reste ouvert dans les commentaires. Pour terminer, je voulais vous inviter à aller voir la chaîne de Norman Cooper et de vous abonner si ça vous plaît. En fait, il va parler de tout ce qui est intéressant et qu'on remarque pas forcément dans le son et la musique des films. Écoute, merci pour l'invitation, c'était super cool, Thilo. Et de rien. Allez, bisous!